Serge Espoir Matomba, en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a pris sa décision. Il n'y aura donc pas d'élection sur le territoire ukrainien. Celui-ci justifie sa décision par une irresponsabilité qui viendrait mettre en danger les habitants de l'Ukraine face aux élections. Comment comprendre aujourd'hui le silence, mais également le soutien de certains pays occidentaux envers le président Volodymyr Zelensky après une telle décision? Peut-être pour exemple, l'Allemagne et l'Angleterre ont parlé d'éviter d'imiter la Russie qui entretient la dictature en maintenant le calendrier des élections sur son territoire en période d'insécurité. Écoutez, il ne faut pas passer par 4 chemins pour comprendre que lorsque une situation arrange ou plaît, n'est-ce pas, aux Occidentaux ou alors aux pays européens et américains, si vous voulez, ces derniers, n'est-ce pas, ont une position. Vous voyez le complexe et ce qui dérange avec ce qui se passe aujourd'hui avec l'éventuel report des élections en Ukraine, c'est que lorsqu'on observe parallèlement les reports d'élections en Afrique, dus au même cas, ou alors pour des mêmes raisons, on a l'impression que les Européens en réalité se moquent des Africains. Parce que voyez-vous, Zelensky dit il n'ira pas aux élections, il pense que la priorité c'est l'union du peuple ukrainien, c'est la sécurité du territoire ukrainien, il ne sert à rien d'aller aux élections pendant que le pays est en guerre et il se projette donc dans ce report. Vous avez donc toutes les chancelleries européennes qui non seulement acquiescent mais applaudissent. Applaudissent parce que le simple fait de... Pour certaines, ne pas se prononcer veut tout simplement dire qu'elles se prononcent en faveur. Parce que lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous vous prononcez tout de suite. Et vous comprenez tout de suite que pour l'Ukraine, vous savez qu'ils sont tous impliqués dans la guerre contre la Russie. Mais la figure du style selon laquelle la Russie serait en guerre, mais Poutine organise des élections. Vous voyez un peu, venant des Européens, c'est quand même terrible. C'est terrible que ça puisse venir d'eux. Quand on sait que plusieurs pays en Afrique, si on prend d'abord le cas de la Côte d'Ivoire, vous vous rappelez, Laurent Gbagbo disait, son pays est divisé, il n'est pas en mesure d'organiser les élections. Il a eu tout de suite tous les pays occidentaux qui lui ont dit non, il faut aller absolument aux élections. Il a eu les Nations Unies qui lui ont dit non, il faut aller aux élections et nous allons vous accompagner financièrement, matériellement, logistiquement, comme vous voulez. Mais aujourd'hui, pour le cas de l'Ukraine, ils sont aux abonnés absents, si vous voulez, ou alors ils acceptent la position de Zelensky. Pourtant, il y a des Ukrainiens qui désirent les élections. Pourtant, il y a des Ukrainiens qui se disent que Zelensky est le problème. Il y a des Ukrainiens qui pensent que si Zelensky n'est plus à la tête, n'est-ce pas, de l'Ukraine, le problème pourra peut-être être résolu. Et ces derniers veulent aller aux élections. Mais que font donc nos amis européens, si vous voulez occidentaux en général? C'est qu'ils se taisent. C'est une situation qui les arrange parce que eux, ils sont engagés dans la guerre. L'essentiel pour eux, c'est de voir le chaos de ce côté-là en prétendant aider Zelensky. Ils savent pertinemment qu'ils ne pourront jamais et jamais arriver à bout de la Russie. Donc, ils pensent pouvoir occuper la Russie dans un chantier et que ailleurs ils puissent, n'est-ce pas, prospérer. Regardez le cas, prenons des exemples. Vous avez la Guinée qui a dit que elle doit d'abord sécuriser son territoire. Vous avez le Mali, à qui on a essayé d'imposer les élections. Assimi Goïta a dit, le pays est divisé, nous devons sécuriser le pays, nous devons récupérer, n'est-ce pas, certains territoires aux mains des terroristes. Mais qu'est-ce qu'on a dit à Assimi? Non, il faut aller aux élections. Non, il faut... On a même monté des Maliens contre le président en lui disant que la priorité, c'est les élections. La priorité, c'est la transition. Le même scénario au Burkina Faso. Aujourd'hui, on parle plus ou moins du même scénario au Niger. Donc, vous vous rendez compte... la République démocratique du Congo. Si vous voyez la République démocratique du Congo ou encore même la Centrafrique, quand vous vous posez donc des questions, mais pourquoi 2 poids 2 mesures? En réalité, pourquoi lorsqu'il s'agit de l'Afrique, on impose, n'est-ce pas, aux dirigeants africains ou alors aux institutions africaines l'organisation
immédiate des élections, sachant qu'il y a une partie, n'est-ce pas, du territoire où les personnes ne peuvent pas voter. Donc, et après, on vous dit que non, le président bénéficie d'une légitimité nationale et pourtant il a été voté par 50%, pas de la population électorale, mais 50% du territoire. Donc, ou alors 50% du territoire a participé à l'élection pendant que 50% ne pouvaient pas, n'est-ce pas, participer aux élections. Lorsque vous avez tous ces schémas, vous vous dites, mais tiens, finalement, ces derniers nous prennent pour qui? Nous sommes les moins chers, nous sommes les dindons de la farce, nous sommes. Et ils sont catégoriques, ils peuvent manipuler d'autres États, manipuler d'autres chefs d'État pour nous imposer, ou alors des institutions africaines pour dire non, il faut aller aux élections. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Déjà, quand vous partez du principe selon lequel l'opération militaire spéciale en Russie a déclenché les financements que l'Ukraine, l'Afrique n'a jamais demandé autant que ce qui a été donné à l'Ukraine pour se défendre ou alors pour lutter contre la Russie, a déclenché, n'est-ce pas, une logistique importante qui a été donnée pour aider. L'Afrique n'a jamais demandé autant. L'Afrique a demandé très peu de moyens pour arriver à bout des terroristes, mais n'a jamais eu. Donc si on aimait tant l'Afrique, eh bien écoutez, on ne devrait pas non seulement essayer d'imposer aux dirigeants africains, pendant que ces derniers ont du territoire divisé, pendant que ces derniers ont des territoires occupés, pendant que ces derniers sont attaqués, d'aller aux élections, parce que ce serait ça la priorité, ce serait ça le début de la solution, et se taire lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de l'Ukraine. Lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, lorsque vous vous taisez, ça veut tout simplement dire que là, on ne parle plus de démocratie. Vous ne respectez pas la volonté du peuple ukrainien, parce que dans ce peuple, puisqu'ils ont accepté la démocratie comme étant un modèle de gouvernance, dans le peuple ukrainien, il y a des Ukrainiens qui désirent aller aux élections. Il y a des Ukrainiens qui désirent, n'est-ce pas, changer de président. Il y a des Ukrainiens qui estiment que c'est l'arrivée de Zelensky au pouvoir qui a créé tout ce désordre. Et alors, pourquoi on ne veut pas écouter ce peuple? Pourquoi on ne veut pas écouter ce peuple? Est-ce que la voix de ce peuple ne compte pas? La voix de ce peuple compte. Pendant que nous sommes dans la démocratie, autant mieux compter avec la voix de ce peuple et ne pas reporter, parce qu'il faut le dire, certains estiment des Ukrainiens que c'est une élection hyper importante qui n'a pas besoin d'un report. Si le président a échoué dans la sécurisation du territoire, dans la sécurisation des biens et des personnes, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, c'est un désastre complètement. Il est temps peut-être de le changer. Et quoi de mieux dans un système démocratique qu'une élection? Et s'il reporte dans l'élection, ça veut tout simplement dire qu'il prolonge son mandat, il devient un président anticonstitutionnel. Merci Serge Espoir Matomba. Alors vous avez évoqué la question du peuple. Effectivement, le président Volodymyr Zelensky, dans sa déclaration en début novembre, avait dit, et même en début d'année, nous organiserons les élections si le peuple estime qu'il en a besoin. Alors, sans avoir consulté ce même peuple qu'il a convoqué, Volodymyr Zelensky a décidé qu'il n'y aura donc pas d'élections sur le territoire et il met en avant cette question sécuritaire. Est-ce que vous comprenez donc, Serge Espoir Matomba, qu'on ne consulte pas le peuple, mais qu'aujourd'hui, au nom de ce même peuple, on parle d'une élection risquée et très dangereuse? C'est ce que j'essaie de vous expliquer, là, j'essaie de vous dire. En réalité, il ne s'agit pas ici d'une consultation du peuple de la part de Zelensky, mais d'une position qui est sienne. Et rassurez-vous, il a pris le temps de consulter ses amis, ses pairs qui l'ont envoyé en guerre, qui l'ont motivé pour aller en guerre. Aujourd'hui, il se trouve lui-même dos face au mur, parce qu'en réalité ils ont réussi à créer un deuxième front, celui de l'Israël, et ils sont obligés d'alimenter, n'est-ce pas, les deux fronts et les deux guerres. Et vous allez voir que si c'était la volonté du peuple, allons questionner le peuple. Qu'est-ce que le peuple ukrainien veut aujourd'hui? Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la guerre commence avec Zelensky au pouvoir. Qui vous dit que si Zelensky n'est pas au pouvoir demain, cette guerre ne s'arrêtera pas? Vous voyez? Donc il est temps, puisque c'est un allié fidèle, un allié des Occidentaux, des Européens, et il est en train de tout faire pour que l'Ukraine intègre l'Union européenne. Il y a encore quelques jours, il était félicité par, n'est-ce pas, les responsables de l'Union européenne, comme quoi il a réussi à faire beaucoup de progrès qui mènent donc, qui amènent l'Ukraine à presque être un membre de l'Union européenne, tout simplement parce que, si vous voulez, Zelensky sait les intérêts des Européens.
Et les Européens ont intérêt d'avoir un homme comme Zelensky au pouvoir. Eux, les Européens savent que si Zelensky va aux élections, il est fort probable que Zelensky perde les élections. Alors il faut motiver, encourager Zelensky à ne pas consulter son peuple et à, n'est-ce pas, prolonger, les renvoyer, faire un report, n'est-ce pas, au niveau des élections et gagner du temps pour que voilà, leur plan puisse, n'est-ce pas, marcher et s'accomplir. Le président Zelensky est pour l'instant incontournable en Ukraine, donc n'a pas de concurrence. Il est le mieux placé pour gérer la crise. Il n'y a pas le temps pour la campagne. Son temps doit être doit être gardé pour la gestion de la guerre. Ce sont là les propos de certains de ses soutiens, par exemple en Grande-Bretagne, qui ont estimé qu'à part lui, il n'y avait personne d'autre sur la scène politique, d'où l'importance de parler aujourd'hui d'une élection sur le territoire ukrainien. Les Occidentaux continuent également en prônant que la Russie, elle, organise les élections par pure dictature et donc l'Ukraine devient là le symbole même de la démocratie en n'organisant pas des élections sur le territoire. Alors, Serge Espoir Matomba, l'argument a été également soulevé, la sécurité pas du tout au rendez-vous, les infrastructures ont été détruites, il est impossible de réunir des électeurs, mais prenons le cas de la République démocratique du Congo pour essayer de faire une comparaison. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait décidé avait évoqué le report de l'élection sur son territoire et avait parlé de l'insécurité dans le nord Kivu et le sud Kivu, évidemment, du pays. Ensuite, l'Union européenne s'est levée contre cette décision et a même décidé de faire descendre une mission d'observation sur le territoire pour se rassurer que le scrutin pourra bien se dérouler. Comment comprendre? Écoutez, c'est cette hypocrisie européenne et cette fragilité, n'est-ce pas, de nos dirigeants qui nous pousse parfois à comprendre que il y a une sorte de complicité ou de duplicité entre, n'est-ce pas, certains régimes et ces organisations dites occidentales, si vous voulez, de l'Union européenne et autres. Parce que si le président Tshisekedi estime ou alors estimait que dans le Nord Kivu, il y a un grand problème d'insécurité et d'instabilité, il était de bon ton qu'en consultant son peuple et les formations politiques, la société civile et bien d'autres, que tous décident, n'est-ce pas, du report en attendant une véritable stabilisation. Qui est l'Union européenne pour dire en République démocratique du Congo que vous devez absolument aller aux élections? Pourquoi ils ne le font pas avec l'Ukraine? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi c'est plus facile, n'est-ce pas, de le dire et de l'imposer aux pays africains au point d'envoyer une mission d'observateurs? Mais à quoi servent ces observateurs? Ils font partie de la constitution de la République démocratique du Congo. Quelle est la place qu'ils occupent dans la constitution? N'oubliez jamais, Madame Bégoudé, que dans un pays, le document qui régit tout le fonctionnement du pays s'appelle la Constitution. Ce qui n'est pas inscrit dans la Constitution est anticonstitutionnel. Donc ce n'est pas parce que l'Union européenne décide d'envoyer des observateurs que Tshisekedi doit décider d'organiser les élections au péril, n'est-ce pas, du peuple congolais et de la transparence de l'État du Congo. Donc, et vous imaginez comment est-ce que ces derniers réussissent à nous chosifier? Voilà une guerre qui se déroule en RDC, au Congo démocratique. Depuis plus de 20 ans, ils ont envoyé des missions de maintien de la paix. Mais ces missions n'ont jamais réussi à maintenir la paix de ce côté-là. Jamais ils n'ont réussi à maintenir la paix. Il y a eu plusieurs, je ne sais même pas quoi, c'est-à-dire autant de choses qui ont été faites, mais rien du tout n'a été réussi de ce côté-là pour maintenir la paix. Aujourd'hui, il y a que la volonté du Congo à résoudre définitivement ce problème pour lequel on les avait envoyés, les gens de la MINUSCO, tout ce que vous voulez, des alliés pour combattre les belligérants ou les terroristes, n'est-ce pas, qui essayent qui déstabilisent une partie, comme vous voulez appeler les, comme vous voulez, qui déstabilisent une partie du Congo. Ben, on dit quand même qu'il est temps d'aller aux élections. Est-ce qu'on tient compte des Congolais qui se trouvent dans ces régions-là et qui doivent exercer leur droit de vote? Non. Ben, malheureusement pour nous, nous avons des dirigeants qui ont peur de ce que pense l'Union européenne, qui ont peur de ce que pensent certains pays en Occident. Ben, ils cèdent facilement
au lieu de se soucier d'abord du peuple et de dire d'abord mon peuple. Vous voyez, donc c'est triste de constater que, du moins le constat est clair, et il est beau d'ailleurs, et il est bien de le voir. Vous pouvez imposer au Congo démocratique d'organiser les élections, pendant qu'une partie de son territoire est divisée, pendant que les armes ça tire à balles réelles, oui. Mais fermer la bouche lorsqu'il s'agit de l'Ukraine. Encourager plutôt l'Ukraine. Non, mieux. Disant plutôt que Zelensky est l'homme qu'il faut pour amener la stabilité. Et il faut écouter Zelensky. Il faut aller vers ce report des élections parce que Zelensky a encore du travail. Mais mon Dieu, de quel type d'hypocrisie? C'est-à-dire, il ne se cache plus, ces derniers. Aujourd'hui, c'est au vu et au su, n'est-ce pas, de tout le monde, et c'est dommage. Alors, Serge Espoir Matomba, est-ce qu'on ne peut pas également questionner l'instrumentalisation de l'opposition dans certains pays africains en ce qui concerne ces élections, même si le pays ne jouit pas d'une sécurité fiable sur le territoire? On prend le cas du Mali, où la partie nord n'appartenait pratiquement plus au Mali à cause de ces projets de balkanisation du pays. Maintenant, en République démocratique du Congo, on a toute la partie est du pays qui, malheureusement, ne peut pas réellement participer aux élections comme il le faut. Mais on a vu des opposants qui se sont levés dans ces différents pays et exiger au président de la République d'organiser des élections en pensant qu'il voudrait se maintenir au pouvoir. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'instrumentalisation aussi? Écoutez, instrumentalisation, c'est peut-être le mot qu'on pourrait utiliser, mais il faut savoir que le président de la République qui bénéficie du suffrage du peuple a le devoir et a le droit de consulter le peuple. Un report des élections, ça se fait, Madame Bégoudé. Donc, mais vous pouvez consulter le peuple. Ce n'est pas parce qu'un ou deux hommes politiques se lèvent et disent non, nous devons aller aux élections parce que vous voulez vous maintenir au pouvoir que vous allez subitement organiser les élections, sachant que des citoyens ne peuvent pas voter. Mais hier encore, lorsqu'on l'a exigé au président de la transition malienne, je pense que peut-être on va revenir là-dessus, et qu'il a dit non, nous allons d'abord sécuriser le territoire national. Mais qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui? Vous avez le président Touadéra qui est là, qui avait presque 70% de son territoire qui était occupé, qui a dû récupérer, qui a pu récupérer cela, n'est-ce pas, aux mains des soi-disant rebelles ou terroristes, si vous voulez. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec le vote de la nouvelle constitution? Il peut librement et tranquillement aller aux élections, organiser les élections, et que ceux qui se sentent capables puissent, n'est-ce pas, aller aux élections et profiter du suffrage de tous les citoyens. Donc il est important de le dire. Cette histoire où on essaye d'imposer, n'est-ce pas, à nos dirigeants des élections malgré le désordre qui existe dans les pays, dans nos différents pays, d'ailleurs, ça nous renvoie à quelque chose d'important. Cette histoire, cette connerie, comme j'aime l'appeler, de démocratie. Parce que vous savez, nous avons toujours une autre démocratie africaine. C'est pas elle qui est appliquée aujourd'hui. Ça, c'est la démocratie occidentale qui, malheureusement, est appliquée chez nous. Qu'est-ce qu'on copie? Qu'est-ce qu'on applique? On applique tout ce qui ne marche pas, tout ce qui n'est pas bien, et nos hommes politiques sont rentrés dans le jeu. Parce que pour eux, le plus important, malheureusement, c'est d'accéder au fauteuil. Quitte à tuer tout le monde, mais il faut absolument accéder au pouvoir. Mais si vous accédez au pouvoir quand les gens sont morts, vous allez gouverner qui au juste? Donc il est important de travailler main dans la main avec des autorités, quelquefois, pour sécuriser le territoire et ensuite donc régler le problème interne qui vous lie dans la gouvernance, dans la méthode de gouvernance pour le bien-être des citoyens. Vous avez évoqué tout à l'heure, Serge Espoir Matomba, le cas du Mali. On se souvient également du cas de la Guinée-Conakry où l'ambassade américaine avait lancé le compte à rebours pour la fin de la transition et un retour à l'ordre constitutionnel. Au Burkina Faso, la même pression avait été faite. Il s'agissait pour ces différents pays de la communauté dite internationale de rappeler que les transitions étaient un peu trop longues. Dans ces pays-là, il fallait absolument un retour à l'ordre constitutionnel et pourtant, les présidents brandissaient aussi cette excuse, cette raison, pour ne pas parler d'excuse, de la sécurité et du fait que le pays n'appartenait pas totalement à l'État. Merci d'avoir déjà corrigé, c'est pas une excuse, c'est une raison. Vous imaginez un seul instant la Guinée-Conakry demander aux États-Unis d'organiser une élection? Vous imaginez le Burkina Faso demander aux États-Unis d'organiser des élections ou alors de respecter l'ordre constitutionnel? Vous avez eu des élections aux États-Unis qui ont connu des troubles.
l'élection de Joe Biden avec Donald Trump. Vous imaginez les pays africains dire à Donald Trump, à l'époque qui était au pouvoir, ou à Joe Biden, reste à Donald Trump, tu as gagné les élections, va prendre la Maison Blanche. Vous imaginez ce scénario? Reste dans la Maison Blanche, nous te supportons. Vous imaginez l'ambassadeur, attention, quand je parle de pays, peut-être je suis au niveau macro. L'ambassadeur guinéen ou Burkina aux États-Unis appeler le président des États-Unis et lui dire écoutez, nous avons suivi, nous avons regardé vos élections, c'est elle qui a gagné, vous avez intérêt à lui passer le fauteuil. Vous imaginez ce scénario à un seul instant? Mais qui se prennent-ils au juste quand ils sont en Afrique? On a malheureusement eu des dirigeants qui les ont permis de croire qu'ils sont en terrain conquis. Qui sont en terrain conquis. C'est pour cette raison que vous voyez un ambassadeur tenir tête à un chef d'État en Afrique. Un ambassadeur dicter la loi, dire voici ce qu'il faut faire, et dire au pays voilà ce que vous avez à faire. Dans combien de situations nous ont-ils prolongé depuis très longtemps? Dans combien? Parce qu'en réalité, nos dirigeants veulent faire plaisir à ces derniers. C'est-à-dire que vous déroulez le tapis rouge à un ambassadeur. Écoutez, un ambassadeur est un élément accrédité dans votre pays pour représenter les intérêts de son pays. Il n'est pas là pour vous dire ce que vous avez à faire de votre pays. Ce n'est pas de son ressort. Vous faites ce que vous voulez de votre pays parce que votre constitution vous permet de faire ce que vous voulez de votre pays. Il n'est pas là pour donner son avis. Il est là pour son pays. Mais vous voyez que quand on arrive, nos ambassadeurs, lorsqu'ils sont dans ces pays-là, ils sont muets sur des questions internes qui concernent ces pays. Mais chez nous, eux, ils ne sont pas muets. Ils vont jusqu'à obliger nos dirigeants à faire, n'est-ce pas, certaines actions. Vous imaginez? Donc, on a toujours eu des dirigeants qui peut-être ont été généralement à leur solde ou alors qui ont été emmenés au pouvoir par eux et qui malheureusement ont des comptes à leur rendre. Mais je crois qu'il y a une nouvelle tendance de dirigeants qui sont aujourd'hui en train d'arriver et que ces choses changeront automatiquement. Ils comprendront désormais que c'est pas parce qu'ils sont ambassadeurs ou ils représentent un pays, fût-il des États-Unis ou de la France, qu'ils ont un mot à dire dans la gestion d'un pays. Non, ils n'ont pas de mot à dire. Ils sont là pour leurs ressortissants, ils sont là pour défendre les intérêts de leur pays et ils ne sont pas là pour s'immiscer de la politique interne. Alors, si la politique interne, si les raisons permettent, n'est-ce pas, au pays de ne pas organiser une élection parce que le pays subit une agression, parce que le pays est attaqué, ben, c'est pas à eux de dire au pays, non, organisez quand même l'élection parce que il faut que la démocratie soit respectée. Mon Dieu, c'est quoi ce modèle de gouvernance que vous imposez au monde entier qui ne marche pas même chez vous? Il ne marche pas, cette histoire ne marche même pas chez eux. Et c'est ailleurs qu'ils veulent l'imposer. Et en Afrique, ils s'assurent que tous les pays respectent cela. Voilà le cas de la Libye, Madame Bégoudé. Ben, on a organisé, on disait qu'il faut chasser Kadhafi pour organiser des élections démocratiques. Ces élections ont été réussies du côté de la Libye. J'espère qu'aujourd'hui, nous sommes d'accord que les Libyens vivent très bien et que la démocratie qui est imposée en Libye marche parfaitement. Nous sommes d'accord. Ben, c'est la même chose en Irak. Voilà des gens qui ont réussi à dégager, à détruire tout le pouvoir que les Nations Unies avaient. Aujourd'hui, les Nations Unies sont surpris que tout ce qu'ils disent, personne n'écoute. Ils sont allés imposer la démocratie en Irak. Ça marche très bien de ce côté-là. On voit comment le pays se développe. On voit comment les Irakiens sont contents. Chacun vague à ses occupations. Chacun a pu augmenter la bourse, sa bourse. Ben, vous comprenez aujourd'hui qu'un système de gouvernance qui ne marche déjà pas chez eux est imposé dans nos différents pays. Et nous les prenons parce que nous avons des dirigeants qui n'ont aucun projet pour nos pays. Leur seul projet pour les pays, c'est de gérer les affaires courantes et gérer les intérêts, n'est-ce pas, de ceux qui les ont amenés au pouvoir. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez le véritable souci du peuple, Madame Bégoudé, aucun dirigeant ne peut vous dire ce que vous avez à faire pour votre peuple. Parce que quand vous êtes en train de... parce que vous avez présenté non seulement un projet à ce peuple-là, mais vous êtes venu avec des conditions pour résoudre des problèmes, n'est-ce pas, de ce peuple et de votre pays. Donc, il est inadmissible que certains dirigeants trouvent même pour excuse, ou alors trouvent même le moyen, n'est-ce pas, de se justifier devant ces derniers. Parce que ces derniers, leur rôle, c'est quoi au juste? Venir regarder ce que vous faites, ou venir défendre leurs intérêts et défendre leurs économies, les intérêts de leurs ressortissants et défendre les intérêts économiques de leur pays. Mais c'est ça leur rôle dans le pays. Ils n'ont pas à voir si vous organisez ou vous n'organisez pas les élections. Ce n'est pas leur problème. S'ils veulent qu'ils ne vous donnent rien, d'abord, ils ne sont même pas obligés de nous donner, puisqu'ils viennent là parce qu'ils ont des intérêts.
Écoutez, il n'y a pas de relation entre les pays si ce n'est des intérêts. Quand vous voyez déjà un pays s'intéresser à un autre, ça veut dire qu'il a des intérêts dans ce pays. Quand vous voyez une mission diplomatique dans un pays, ça veut dire que ce pays-là a des intérêts. Aucun pays ne peut supplier un autre pour qu'il vienne mettre des ambassadeurs dans son pays. Ça n'existe pas. Ce sont les relations d'intérêt qui lient, n'est-ce pas, les pays, qui poussent les pays à mettre dans les représentations diplomatiques. Et ces représentations diplomatiques sont formellement interdites de s'immiscer dans la politique interne. Mais ce n'est pas le cas en Afrique. Mais allez le dire à d'autres pays. Vous avez vu comment j'ai pris des exemples de la Libye et de l'Irak. Aujourd'hui, les pays africains ont compris que même ce qui était appelé mission de maintien de la paix, ces histoires que l'ONU concoctait et envoyait des balles des gens pour diviser les territoires des gens, ne marche plus. Regardez presque tous les pays où il y a des missions de la paix en Afrique. Ces derniers ont décidé de se séparer des missions de maintien de la paix. Pourquoi? Parce qu'après plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, rien n'a marché. Ces derniers disent, bon, désormais, nous allons envoyer nos troupes et nous allons résoudre le problème. Voilà ce qui se passe. Après 11 ans à Kidal, Madame Bégoudé, oui, qu'un pays est pratiquement divisé. Des gens occupent près de 11 ans, plus de 11 ans, un territoire. Vous n'êtes pas capable de les déloger avec tout ce que vous avez amené comme arsenal. Voilà une armée qui décide d'y entrer et déloge ces derniers et aujourd'hui occupe le territoire en combien de temps? Ils n'ont pas eu besoin de 11 ans. Ils n'ont même pas eu besoin de 6 mois. Ben, vous, en 11 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez permis que le territoire soit divisé complètement et que des gens consolident leur position. Mieux, vous avez même décidé de donner l'indépendance à ceux-là qui... Voilà le Soudan du Sud qu'on a divisé. Le Soudan a été divisé en deux, vous êtes conscient de cela? Oui. Pourquoi est-ce que c'est trop facile de dire que, bon, oui, comme il y a la guerre au Soudan, on divise Soudan du Nord, Soudan du Sud, et puis on est incapable de dire qu'en Palestine, la Palestine doit être un État et Israël un État. On est incapable. Mais comme c'est facile en Afrique, on dit, bon oui, c'est les Africains, ils se tuent, ils s'entretuent. Bon, regardons, ici, il y a combien de barils de pétrole dans le sol. De l'autre côté, il y a combien de barils. Si on divise, on peut mieux faire des affaires. Mais voilà ce qui se passe, Madame Bégoudé. Et les Africains doivent se réveiller. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus temps de suivre ces derniers. Ceux-là sont là pour leurs intérêts, point. Ils ne font rien de plus que ça. Merci Serge Espoir Matomba. Eh bien, on va peut-être bientôt sortir de cette première thématique avant de revenir directement sur l'Ukraine. On prendra peut-être un exemple en Afrique, dans un pays où le scrutin présente des dangers ou encore qui est accompagné de quelques échauffourées de temps en temps. Le silence tout de même et le soutien silencieux même continue de se constater. Que cache cette attitude? On prend l'exemple uniquement de Madagascar, qui a sa présidentielle dans quelques heures notamment, où le président reçoit la pression des parlementaires français sur son territoire malgache pour organiser des élections libres et transparentes, et pourtant on voit bien que les choses continuent d'être floues. Ben écoutez, le président malgache qui accepte, n'est-ce pas, la pression des parlementaires français veut tout simplement dire qu'il est au service n'est-ce pas, de la France, mais pas des Malgaches. Parce que si les Malgaches, jusqu'à la commission indépendante qu'ils ont créée pour gérer des questions de crise, demandent qu'il puisse avoir report des élections et que lui disent que que les Français l'obligent à aller vers les élections parce que, et qu'il organise les élections, ça veut tout simplement dire qu'il ne sait pas les intérêts de son peuple. Je suis désolé de le dire. Parce que, Madame Bégoudé, aucun pays n'a le droit de vous imposer d'aller aux élections. Bon, si ce sont les parlementaires européens qui, n'est-ce pas, l'obligent d'y aller, ben, il n'a qu'à dire aux parlementaires européens, bon, ils sont parlementaires, ça veut dire qu'ils n'officient pas à Madagascar. Ben, il peut rappeler l'ambassadeur de France et lui demander de partir. Tout simplement, si c'est la France qui l'oblige. Et d'ailleurs, même si la France lui demande d'aller organiser les élections, en quoi est-il tenu? Quelle est la contrainte? Il est obligé par quoi? Est-ce que la Constitution lui dit que la France est au-dessus, n'est-ce pas, du peuple malgache? La France est le dernier, en dernier ressort, celui qui impose, qui peut imposer qu'il y ait une élection. Donc, vous comprenez tout simplement que, écoutez, malheureusement, j'aime pas trop parler des chefs d'État en fonction, parce que c'est pas très facile, la fonction de la gestion d'un pays, soyez rassurés, mais
Ça veut tout simplement dire que ce dernier n'est peut-être pas au service de son peuple et n'est qu'au service de ses propres intérêts et peut-être même de ceux qui l'aident, n'est-ce pas, à rester au pouvoir. Parce qu'aucune raison, c'est pas une raison valable de dire que j'ai la pression. C'est pas une raison valable de dire que tel pays me demande d'aller aux élections. C'est pas une raison. Et ça nous renvoie à quelque chose de fondamental. La démocratie, je ne fais que le dire. C'est quel type de démocratie que nous voulons appliquer dans notre environnement en Afrique? C'est quel type de démocratie qui nous est imposé contre, n'est-ce pas, la volonté de nos peuples? Nous devons repenser ce système. Parce que nous avons un environnement qui n'est forcément pas l'environnement européen ou américain. Ce n'est pas les mêmes environnements. Donc nous ne saurons prendre quelque chose qui est fait de ce côté-là et l'appliquer chez nous comme si, n'est-ce pas, c'était tout simplement une parole d'évangile. Donc il est important de dire, de re-questionner le mode de gouvernance. Mais c'est là où la réflexion en interne dans les pays doit se produire. Parce que nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes systèmes de gouvernance. Ça, c'est sûr. Madame, vous avez vu un seul instant, on est allé imposer la démocratie en Chine. Savez-vous qu'il y a une démocratie, même si on est dans un État communiste, il y a des élections en Chine, n'est-ce pas? Des dirigeants sont élus en Chine. Mais vous avez vu ces derniers aller imposer leur système à eux en Chine. La Chine a son mode de gouvernance qui résout les problèmes des Chinois et de la Chine. Comme d'autres pays, comme la Russie, comme d'autres. Pourquoi vouloir imposer, n'est-ce pas, leur méthode à eux, aux pays africains? Pourquoi ça doit être comme eux? Regardez par exemple le jeu qui se passe dans les pouvoirs. Si on passe de septennat au quinquennat, on quitte du quinquennat au septennat. En fait, voilà les jeux qui se passent. Non, il faut élire un président pour 7 ans, il faut élire un président pour 5 ans. Ben, il faut faire comme les autres, il faut lever le verrou sur le mandat, il faut mettre le verrou sur le mandat. Autant de choses. C'est tout ce que nous trouvons, n'est-ce pas, à faire dans nos différentes constitutions. Des bêtises. Hein? Je vais utiliser ce terme des bêtises parce qu'en réalité, dans le fond, toutes ces bêtises ne servent pas à nos peuples. Servent à créer plutôt des dissensions, servent à créer des problèmes entre les peuples et que nous ne parvenons déjà pas à résoudre. Nous ne parvenons pas à nous asseoir, à nous regarder entre frères et dire voici les solutions que nous avons pour nos peuples. Donc il est temps que les Africains commencent à se poser des vraies questions, s'asseyent et mûrissent les réflexions sur le système de gouvernance que nous voulons pour nos différents pays. C'est très important. Si nous continuons, n'est-ce pas, à appliquer ce système de gouvernance que nous voyons un peu partout, je peux vous rassurer d'une chose, nous allons continuer dans les problèmes et nous n'en sortirons jamais. Et comment donc implémenter tout cela quand à un moment, il faut peut-être interroger aussi le contenu des politiques africaines. Là, je parle des hommes, évidemment, qui peut-être peinent à s'entretenir entre eux et préfèrent la plupart du temps aller chercher conseil à l'Élysée, par exemple, pour les élections sur leur territoire, aller chercher le soutien aux États-Unis. Écoutez, un homme politique, c'est avant tout un projet. C'est avant tout une vision. Et une vision qui, n'est-ce pas, s'inscrit dans une projection. Si vous n'avez pas de vision qui s'inscrive sur une projection, il ne sert à rien, n'est-ce pas, de prétendre même diriger votre pays. Parce qu'en réalité, c'est ça. Un homme politique, c'est un homme de conviction. C'est pas quelqu'un qu'on change en cours de route. C'est un homme d'engagement. C'est un homme de position. Vous voyez, à partir du moment où votre position, votre décision est influencée par des influences extérieures, ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas fait pour le job. Si vous estimez que ce sont les autres qui doivent vous dire comment faire pour avancer, ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour le job. Et c'est ça le malheur de l'Afrique. C'est ça le malheur que nous avons dans plusieurs de nos pays. C'est qu'en réalité, comme je l'ai d'ailleurs dit, les hommes politiques, pour la plupart, ils viennent parce qu'ils sont soutenus, tenus par des forces extérieures qui leur disent, écoutez, on va vous mettre là-bas, nous avons des moyens pour vous mettre à la tête de l'État, la seule condition, c'est que vous servez nos intérêts. Vous voyez que la plupart, malheureusement, ne parviennent pas à servir les intérêts du peuple. Parce que, entre parenthèses, ils sont liés par le deal de l'arrivée. Parce que, entre parenthèses, ils n'avaient pas un véritable projet. Parce que si vous avez un projet, Madame Bégoudé, on ne peut pas vous changer.
Vous ne pouvez pas changer en chemin parce que vous avez des convictions et ces convictions, vous les défendez. Si vous avez donc un projet qui s'inscrit sur une vision, ce ne sera pas difficile à voir. Personne ne peut influencer cela. On verra que vous êtes, voilà votre ligne et on saura où vous êtes en train d'aller. Merci Serge Espoir Matomba. Avec le temps qui nous reste, nous allons aborder... N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.